Bon, merci beaucoup, merci d'être là. J'espère ne pas. Enfin, on a quand même une obligation morale de faire au moins mieux que les conférenciers qu'on est en train de remplacer. Donc, on va essayer. Et d'ailleurs, merci d'être patient avec l'exercice de traduction. Là, on vient d'assister à un magnifique duo avec Barbara Cassin qui défend depuis des années l'idée qu'il y a des fonds d'intraduisibilité dans les langues. Alors là, vous avez un Italien qui va essayer de faire la médiation entre l'américain et les Français. Donc, un peu d'indulgence, s'il vous plaît. Donc, les ombres, j'ai une complicité. Je n'ai jamais vraiment travaillé avec Larry Kagan, si ce n'est que pour préfacer un des catalogues de ses ouvrages, et parce que je l'ai largement cité dans mes propres textes. C'est une complicité qui dure depuis 20 ans. On s'est croisés sous plusieurs scènes. Et juste pour annoncer la couleur, on est dans un cas qui est complètement opposé à celui que vous venez de voir, dans lequel il y a un artiste qui essaie de mettre sa vision, mettre en image, mettre en musique, mettre en sensibilité, le travail d'un philosophe. Ici, c'est exactement l'inverse. En fait, ici, j'ai plutôt une casquette de scientifique cognitif. Patrick Kavanagh, le Canado-Irlandais qu'on vient de citer, est d'ailleurs un neuroscientifique. Vous avez un scientifique cognitif qui va utiliser le travail d'un artiste. Donc, c'est exactement l'inverse qui se produit ici. Il y a ces dialogues entre artistes et scientifique est un dialogue qui voit typiquement, c'est difficile de voir une vraie collaboration, mais on voit typiquement un producteur et un consommateur. Dans la séquence précédente, le philosophe était le producteur, l'artiste était le consommateur, et donc il crée des objets sur la base des renseignements, de la vision qui lui est livrée par le philosophe. Ici, c'est l'inverse. C'est le scientifique qui prend certains des éléments du travail de l'artiste parce que ça lui permet de voir des choses auxquelles il n'avait pas pensé ou des choses qui lui permettent de faire des avancées. Et je vais peut-être faire un petit enchaînement sur la question du rapport entre l'art et la science. Je remercie d'ailleurs les services techniques ici qui m'ont aidé parce qu'il y a eu pas mal de problèmes technologiques. Il y a longtemps, j'écris un livre sur la technologie et les dieux de la technologie me punissent à chaque fois que je fais une présentation. Donc, typiquement, ce qui se passe dans le rapport entre l'art et la science, c'est que les scientifiques produisent de magnifiques images. Là, c'est une turbulence au décollage avec une coloration. Magnifiques images qui, par la suite, sont présentées dans des contextes artistiques. Par exemple, une exposition sur les images, les belles images de la science. En fait, ce sont de belles images. Et du fait qu'elles sont belles, on peut penser qu'elles ont un côté artistique. Donc ça, c'est une chose sur laquelle je n'ai pas des jugements. Je ne porte pas de jugement, mais ce n'est pas ce qu'on fait ici. Donc ce n'est pas du tout une tentative de prendre des images scientifiques et de les mettre dans les contextes artistiques. Mais il y a d'autres possibilités, évidemment. Il y a aussi la possibilité de voir les dialogues dans l'autre sens. Enfin, les scientifiques qui regardent le cerveau des artistes. Ça, c'est des choses qu'on fait. Donc là, on produit d'autres images, mais qui sont des images scientifiques sous la qualité artistique. Donc on peut montrer qu'il y a des différences entre une population d'artistes et une population de témoins qui n'inclut pas d'artistes, ou des gens qui ne pensent pas être des artistes. On voit quelques différences, il y a quelques résultats dans ce sens. De nouveau, c'est très intéressant, mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait ici. Donc, ce qu'on fait ici, c'est plutôt un rapport producteur-consommateur qui est complètement différent. Et donc, pour rentrer dans la... Je fais ce qu'on appelle un spoiler, donc on montre déjà la fin de notre présentation, mais je vais montrer quelques travaux de Larry Kagan, qui, vous les voyez ici, c'est un site web dans lequel, son site web, en fait, larryKaganSculpture.com, dans lequel vous voyez ce qu'il fait, en fait. Ce sont des objets en 3D, du fil de fer, tordus de plusieurs façons,
qui, en soi, ne semble avoir aucun intérêt. Mais une fois que vous allumez une petite source de lumière à un endroit bien précis par rapport à l'objet, ces objets, ces fils de fer, dessinent une ombre. Donc, Kagan se présente comme quelqu'un qui dessine avec les ombres. Et ces ombres sont reconnues comme des représentations d'autres objets. Comme d'habitude, il faut dire, il n'y a aucune possibilité de rendre visuellement la puissance de cette épiphanie par des diapos. C'est complètement impossible. Il faut vraiment voir la chose en 3D. Vous avez ces fils de fer, ces gribouillis, et puis il y a cette image qui s'est produite, la boîte, les joueurs de basket, qui surgit sous vos yeux. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec les ombres et qui font un travail typiquement très anecdotique dans lequel les ombres représentent la face cachée de l'esprit. Enfin, il y a des choses parfois intéressantes, mais il y a une recherche visuelle qui est très importante et je vais vous dire pourquoi. C'est lié à ce que nous savons de la façon dont le cerveau traite les ombres. Alors, cet objet ici, il est relativement connu, enfin, l'Internet a été consommé par la discussion de cette image. Je pense que tout le monde voit ici un échiquier bicolore, parfaitement bicolore, sur lequel on a posé un hideux cylindre vert qui projette une ombre et qui, cette ombre, en fait, c'est une distribution différentielle des lumières par rapport à celle qu'on aurait s'il n'y avait pas les cylindres. Donc du coup, il y a deux cases ici qui ont été labellisées A et B. Alors, ces deux cases ont une propriété très intéressante. Donc, si vous allez mesurer la lumière qui est renvoyée de ces cases à votre œil, donc avec un mesurateur d'intensité lumineuse ou avec Photoshop, sur l'image, vous pouvez prendre la pipette de Photoshop et vous faites la comparaison entre les deux. Donc les deux cases ont exactement la même couleur. Mais exactement la même couleur, strictement. Si j'ai le courage d'ouvrir un fichier supplémentaire et que vous avez la patience de... Alors, ces deux cases ont la couleur de cette espèce de sparadrap ici. Si je mets le sparadrap à côté des deux cases, vous voyez qu'elles ont exactement la même couleur. Ce qui ne semble pas être le cas ici. Alors que c'est exactement la même image. Enfin, il n'y a pas de... Je suis une personne honnête, je ne suis pas en train de vous livrer deux images différentes. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a plusieurs choses qui sont très importantes. L'une est que ces deux images, enfin ces deux cases ont la même couleur physique, mais subjectivement, vous les voyez d'une couleur très différente. La deuxième chose, c'est que cet effet est totalement systématique, ça ne dépend pas du fait que vous connaissez des échiquiers, etc. Vous pouvez changer la configuration, ça marche à tout coup. Le troisième point, c'est que vous avez vu que les deux cases ont la même couleur. Vous le savez, vous me faites confiance, vous pouvez jouer avec, mais votre cerveau ne veut rien savoir de votre connaissance. Votre cerveau visuel n'a aucune idée de ces connaissances. Il est totalement impénétrable à la connaissance. Quand on dit que voir, c'est savoir, ben, dans certains cas, c'est faux. Là, vous savez, vous ne pouvez pas le voir. Cela signifie que le cerveau est en train de faire des computations massives pour restituer des couleurs qui sont en effet les vraies couleurs de l'échiquier. Il faut considérer ça, indépendamment de l'ombre. Donc, il fait la part de l'ombre. Il y a un travail qui consiste à faire la part de l'ombre. Là, je viens au travail avec Larry Kagan. On ne sait pas très bien comment marche le cerveau visuel qui fait la part de l'ombre, parce que on sait très bien comment le système visuel arrive à mesurer des quantités de lumière dans l'environnement, mais on ne sait pas comment il reconstitue des propriétés complexes de l'environnement
à partir de ce qu'il mesure. Donc on sépare ce qu'on appelle la mesure de l'inférence. Et l'inférence au fait que A et B ont une couleur différente, qui est le résultat que vous avez dans cette image, l'inférence inconsciente qui est exécutée par votre cerveau, est un travail massif computationnel pour lequel on s'est donné quelques vagues labellisations de différentes parties. Donc le travail qu'on fait dans les recherches visuelles, c'est d'essayer de décomposer ce travail computationnel. Et ce qu'on a découvert, c'est que le cerveau fait 4 choses essentiellement. Là, il fait la part de l'ombre, donc il soustrait la quantité d'ombre et il restitue la bonne couleur de la case, la bonne couleur au sens physique. Donc le cerveau labellise certaines régions de l'environnement comme ombre. Donc il va vous dire par exemple que là, il y a une ombre et pas une propriété stable de l'environnement. Donc il y a beaucoup de computations qui sont faites pour faire la distinction entre ombre et tache noire. Ensuite, il va attribuer l'ombre à l'objet qui la projette. Donc il faut faire cette correspondance. Donc là, vous voyez que l'ombre, c'est l'ombre de ma main, et pas de laquelle de mes mains. Enfin, le cerveau est capable de faire la différence. Ensuite, il utilise cette ombre pour des propriétés 3D de la scène. Donc il peut, grâce à l'ombre, vous pouvez voir, entre autres, que la main s'approche du rideau. Donc, et ensuite encore, il élimine l'ombre. Pas complètement, mais c'est comme s'il y avait une étiquette qui disait il ne faut pas prêter attention, si je n'avais pas fait une conférence sur l'ombre, que vous étiez sorti d'ici et que je vous posais les questions sur les ombres dans cette salle, que dalle, vous n'avez aucune idée. Si vous portez l'attention sur les ombres, vous pouvez quand même les récupérer dans la scène visuelle. Donc, c'est très compliqué. Il faut que le cerveau filtre les ombres et il faut ensuite qu'il les remette quelque part dans la scène, mais sans la demande de leur prêter attention. Donc, je fais un résumé pour Larry. Je lui ai expliqué déjà avant, mais juste pour le situer. So, I was just giving the story about how the brain does this kind of filtering of shadows, labeling of shadows, putting shadows in correspondence with objects, and then making inferences about the 3D scene based on the objects. So, you know all this because we have been communicated about that. And so, à ces points, l'œuvre de Larry rentre dans la discussion. Il y a dans ces objets magiques, donc là de nouveau les fils de fer et l'objet physique et la boîte et l'ombre du fil de fer. Et je vois qu'il y a un sentiment d'étonnement sur vos visages, même si je vous dis ça, c'est très difficile à allier les deux. C'est ça l'effet, un des beaux effets aussi de l'œuvre artistique, ça suscite un émerveillement, un étonnement. Là où c'est très important, c'est que nous ne connaissons pas les règles. Moi, je vous ai dit, je vous donnais une espèce de grande architecture qui vous dit, bon, le cerveau doit faire la labellisation des ombres, l'attribution de l'ombre à l'objet, la récupération d'informations sur l'environnement et ensuite l'effacement des ombres. Mais on ne connaît pas les spécifiques de toutes ces opérations. Donc il faut produire des images pour essayer de tester, comme pour l'image de l'échiquier tout à l'heure, tester ce que le cerveau fait vraiment. Et Larry contribue à ça au moins sur 3 fronts. Donc d'abord, il nous montre pourquoi les ombres échappent à l'attention visuelle en les portant au centre de l'attention visuelle. Parce que là, vous voyez les ombres qui typiquement ne sont pas considérées. Deuxième point, il montre qu'il y a des règles un peu particulières pour attribuer les ombres aux objets qui les projettent. Parce que là, vous n'arrivez pas facilement à voir les liens entre l'objet et son ombre. Alors qu'ici, vous les voyez très facilement. Là, c'est presque impossible. Troisième point, il nous montre dans quelles conditions nous arrivons à labelliser ou pas labelliser une certaine zone de la scène visuelle comme ombre ou pas ombre. Là, nous n'y arrivons pas. On ne la voit pas comme ombre.
Donc, après avoir dit ça, je vais lui laisser la parole parce qu'il va vous raconter aussi comment il crée ces objets et on va revenir sur les points théoriques après ça. I was just saying, one more time, that you intervene in the scientific process at three points: the labelization, the attention, and the correspondence. And so at this point, I would like you to talk about your work, and I will be interspersed with you. As long as you run the slides, I will... First, I want to apologize for not speaking French. So I'll speak slowly, and maybe some of you will understand, I hope. So thank you very much for inviting me. And I'd like to begin by saying that I did not start off with any ideas about working with shadows. My initial intention was to see somebody taught me how to weld steel. And I used to like to draw a lot, and so I had this brilliant idea to begin to draw with steel. And I started welding a bunch of steel pieces together and make some nice pictures. And then I took photographs, and I realized that all of these pictures had weird shadows that were sort of popping up that didn't allow people to see what was really going on. And it was a problem which I played with for a while, and then I decided that I might as well start thinking about the shadows because I couldn't help them being there. As long as there's light and there's objects that block the light, they create shadows. So because I had to find a way to incorporate the shadows into my thinking, eventually I discovered that it was really very interesting to draw or to play with shadows, and eventually the shadows began to take over. And what I'd like to show you is maybe the sequence of how it went about. But let me start at the end. When I give talks, people want to know how I make these things. And so I'll start off by showing a sequence of images, beginning with a simple drawing of a box on the wall using, just my pencil and positioning a light in place. So what you saw originally, but right before this, was essentially the realization of this work. And they start off by being a drawing on the wall. And then I begin to think about where the light should come from. And a lot of that has to do with where the sculpture is going to be hanging, and where I could position the light so that it'll be there as long as the sculpture needed to be there. Once I position the light, then I can begin to sort of build the sculpture. And I have to think a little bit about where I'm going to support it, because there's a little bit of engineering involved. When I weld the steels together, the steel has weight, and it flexes. And so there's a little bit of trial and error in what happens. One of the things that happens when I weld with the steel, it expands and contracts. And so there are all kinds of issues that I have to deal with, but essentially they're fairly straightforward, as you can see. So let's say my first step is to, can we do another, the next slide? Je want me to maybe translate. Oh, sure. Est-ce que tout le monde, vous voulez que je traduise ça un peu? Non, on comprend, il parle doucement, moi je comprends. D'accord, mais est-ce que ça... Non, ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un minimum de traduction? D'accord, je vais le faire. Parce que Il parle bien. oui, mais il y a des personnes qui ont peut-être besoin de... Donc c'est très simple. En fait, il n'a pas commencé par les ombres, son travail. Il a commencé à faire de soudure avec l'acier.
Et après, il a pris des photos de ça. Et dans la photo, les ombres se produisent et sont gênantes. Et donc, elles vont toujours être entre la perception de l'objet et... entraver la perception de l'objet. Donc il s'est dit, bon, tant qu'à faire, je vais m'occuper des ombres directement. Je vais trouver une façon de les introduire. Et petit à petit, les ombres ont pris le dessous. Donc ils ont gagné cette compétition. Comment il fait? Donc il va montrer une séquence. Il commence par un dessin sous les murs. Il va ensuite chercher d'où vient la lumière. Imaginer d'où vient la lumière, où la positionner. Et après, où mettre les supports, parce qu'il y a plein de problèmes d'ingénieurs à résoudre, comme ce sont des soudures et que le fer est relativement lourd, donc, et qu'il a tendance à se plier, à se dilater, se plier à cause de la chaleur. Donc il faut résoudre un certain nombre de problèmes d'ingénieurs au départ. Thank you. So let's just go through a sequence of these, and you'll see how the piece actually begins to develop. So, and you'll notice that I try to work, there are two things that I'm very interested in. One is obviously how to get straight lines in this particular piece. They're part of a box, and so I want my straight edges. But doing straight lines with straight steel is not particularly interesting. Everyone knows that a straight piece of steel is going to produce a straight shadow line. And so one of the things that I'm particularly interested in is creating a certain kind of surprise in the work so that the steel does not look at all like the shadow that it's going to produce. And so you'll notice in the sequence of these images, and they're slowly building up. Let's see. That as the box becomes more and more complete, the steel that's producing it looks less and less and less like the object that is eventually being shown. So much of the work that I do has to do with this very difference between the objects that are producing the shadow and the shadow drawing that gets created. And a lot of it has to do, again, with the origin of the problem. My original problem with these steel drawings that I was beginning to work with was that the shadow and the steel looked very similar. And so you begin to get a sense of like double vision, almost like you took a double exposure in a photograph. So my real problem was how to create this kind of separation between the steel and the shadow. People generally look at objects and more or less ignore the shadows. I mean, we look at shadows all the time. I think Roberto sort of discussed this. I mean, we're very much aware of shadows subconsciously. We know, for example, the relationship between objects and the surfaces that they're on, because if there's no shadow, the object will tend to float and it won't look like it's sitting on a surface. So our brains are constantly looking for this relationship between objects and shadows. And for me, that was a real problem. And so it became very important to sort of separate the two. The second issue was that we tend to look at objects again. And so how do you get the people to look at shadows? And so what I was trying to do is transfer the visual information, the pattern, the image that I was after, transfer it to the shadow, leaving or forcing the viewer's attention away from objects, which usually is how we see things, toward the shadow. And so part of the really interesting effects that I get with the work is that people tend to force themselves, or without even knowing it, to look at the shadow, tend to ignore the steel. But as soon as you turn the light off
and the shadow disappears, you find your attention immediately focusing back on the steel. So it's a really interesting kind of effect. In fact, it really depends on whether you see, at which order you see the work. If you see the work first without the shadow and you're just looking at the steel, can we get the first image first? No, where we just see the steel. Oh, the steel only? The steel only. I'm not sure we have it. There, okay. When folks look at the steel, the response is usually, aha, an abstract sculpture. And they look for all the things that they know about looking at abstract sculpture. They look at texture, and they look at rhythm, and they look at composition, and they try to imagine what other artists that they know do that's very similar to this. But then as soon as you're seeing the object, and can we go to the last one? As soon as this comes up, all of a sudden you realize, and this is in real life, the photographs tend to kind of compress them. But when the shadow comes on, you feel yourself, it's kind of a sense that you feel your attention shift entirely away from the steel in the direction of the shadow. It's very magical, and people, so when you're seeing the steel first, usually the effect is that people just laugh. They just can't believe that that piece of steel is actually creating this. If they see this first, they don't believe it's a shadow. And many times when I have exhibitions, people get very upset. They want to know why I paint these things on the wall and then hang a piece of steel in front of it. Of course, then I have to ask them, okay, if that's the case, where's the shadow that the steel is casting? But it's an interesting kind of, people actually get quite angry. And you'll see why, because some of the things you're going to see later are fairly complicated. And there's just no way that you can make the connection between the object that's causing it and the ultimate image that gets created. Un sous-volte, c'est que Larry vient de nous dire, d'ailleurs avec un point intéressant du point de vue théorique, you made an interesting theoretical point that I was not aware of. So donc il était intéressé aux lignes droites et la façon dont il est possible de créer des ombres droites avec du fer qui est tordu. D'ailleurs, c'est important que l'inverse n'est pas possible. Hein, d'ailleurs. Donc l'objet, pendant qu'il construit sa sculpture, il y a un objet, le fil de fer, qui ressemble de moins en moins dans le parcours à l'objet qui se trouve représenté. Donc il y a une différence entre l'objet et les dessins d'origine ou l'ombre finale. Et au début de sa production, il tendait à faire des lignes, plutôt des lignes de fil de fer. Et le résultat était que c'était trop proche trop près de l'ombre qui était projetée. C'est pour ça que l'ombre créait du bruit dans l'image. C'est vrai comme des photos à double exposition. Alors, 2 points théoriques importants. D'abord, les personnes regardent les objets et non pas les ombres. On a très peu de conscience de l'ombre. Et les cerveaux cherchent toujours de mettre en lien l'ombre avec un objet. Et tout ça est un problème. Donc, il essaie de découpler cette relation très forte. Et donc, le deuxième problème, c'est comment porter l'attention du spectateur sur l'ombre. Et si on transfère la forme vers l'ombre, c'est ça son idée, on va forcer l'attention du spectateur. Et on va essentiellement le forcer à ignorer la présence du fil de fer. Donc du coup, ça engendre un certain nombre de jeux plutôt sympathiques avec le spectateur. Si on regarde les fils de fer tout seul, à un moment donné, on s'est dit « Ah, c'est une sculpture abstraite », et donc on commence à les catégoriser comme sculpture abstraite, à faire des liens entre cette sculpture-là et celle qu'on voit typiquement, qu'on a dans son répertoire mental.
Et puis d'un coup, quand il y a l'ombre, on sent, et c'est ça que le point intéressant théoriquement, il y a un sentiment de transfert de l'attention. Donc il y a un sentiment que l'attention a glissé de l'objet vers l'ombre. Donc c'est intéressant parce qu'on a souvent dans notre perception des sentiments métacognitifs qui nous signalent que quelque chose d'important se passe, la surprise, la désorientation, etc. Et bon, les personnes lui posent des questions intéressantes, comme quel est l'essence, quand ils ne reconnaissent pas les ombres, quel est l'essence de voir, de faire un dessin sous les murs et ensuite y coller cette sculpture abstraite à côté. Et bon, évidemment, ça nous parle parce que ça nous dit que les gens ne sont pas capables de reconnaître dans cette figure des ombres. Okay, can we go to the other set of slides? So my intention now is to take you a little bit through a sequence of work where I actually learned how to use shadows. Go back one, the first one, yes. To go back and explain roughly how I learned how to deal with shadows. And so one of the first ideas that I had was to see, well, maybe I can use both steel and shadows in one image. In other words, to kind of give both of them equal opportunity to express themselves. And a lot of that had to do with leaving a lot of empty space on the wall in order to allow the shadows to express themselves. And so you will see that, for example, I have pieces of steel. These are pieces of steel. This is made of two basically agglomerations or a bunch of pieces of steel that I found. I used to like to walk around in big scrap yards and pick out interesting pieces of steel that I thought would cast interesting patterns, and I would weld them together. So in this case, I found pieces of steel that I thought might look like hair, and put those together and found some pieces of steel here that I thought might look like an interesting scarf. I noticed a lot of people in Paris are wearing scarves, so I thought that would be an interesting kind of thing to show. And then allow the shadows that are being cast to fill in the rest of the image. So this is called Cousin Rose, and I started working with shadows more toward the beginning of 1981, 82, and then they sort of developed so that to a point where I actually got fairly good ability to sort of predict what it would look like. Essentially, working with shadows means that you have to learn how to use the third dimension. In other words, moving away from the wall. And so the third dimension, which we normally don't see when we look directly into the wall, then becomes an interesting element as part of the work. Okay, what's the next one? Oh. I did a piece, and I don't have a good photograph of the two. This is called a quantum cube. And I thought, well, what would happen if I had two sources of light? What I built here is a form that will allow me to create one cube with one source of light, this one. But when I switch on the other light, and I don't have that photograph, what happens is that these elements right here all of a sudden coalesce into a cube, and the cube that's over here becomes sort of noise. So the same cube appears, but depending on which light is on at the time, you get this kind of sense that you don't quite know what the relationship of the light to the cube is. In other words, the lights keep changing from one side to the other, and the cube the central cube remains the same, but these extraneous elements over here switch from one side to the other. And part of what you normally don't see when you're looking at my work is people focus so much attention on the actual shadow that it's hard sometimes to realize that it's really a combination of light
and surface where the light is being, is hitting, and then something in between, which is the steel. In other words, it's really an installation that implies a source and then a constant flow of photons and then something in between that begins to sort of interact with those photons. When I start saying photons and quantum, that immediately makes scientists just love me, but, but it has absolutely nothing to do with my work. Donc là, on a les débuts de son travail. Là, c'est Cousin Rose. Il veut montrer comment il a fait pour construire ces objets d'ombre. Et au début, il voulait donner la même opportunité à l'ombre et à l'objet de s'exprimer sur la surface. Donc, il cherchait une coexistence. Il a d'ailleurs travaillé beaucoup avec des objets trouvés, des petits morceaux de métal qu'il trouvait dans sa cour. Et dans cette première phase, là, donc, il y a plusieurs morceaux qui sont placés à différents endroits, il y a plusieurs morceaux de métal qui sont dans cette image. Dans cette première phase, il a développé une certaine habileté à comprendre les jeux des ombres, et en particulier, il a une sensibilité au fait que travailler avec l'ombre, c'est travailler avec la troisième dimension. Donc, c'est mettre en valeur la troisième dimension pour la représentation. Et dans l'autre objet, qui est les cubes quantiques, il travaille avec deux lumières qui rendent difficile la compréhension de la relation entre les deux lumières qu'il utilise pour projeter et les deux cubes. Et il lui semble que c'est très important qu'il y ait une difficulté à comprendre qu'il y a dans cette image une combinaison de lumière, du travail de la lumière et du travail de la surface. Et puis, il a mentionné des choses en physique, mais qui ne semblent pas être pertinentes. Monsieur, il a une ou deux fils de fer? Is there one or two pieces of steel? Just one single piece of steel. But one part of the steel creates this, and the part of the steel is responsible for that. But as soon as the light changes, the part of the steel that creates this then becomes the noise, and the part that creates this straightens it out. In other words, what I was finding out was that you can make straight lines with curves. And depending on how the curves are positioned in space, they will either show up as curves and disconnected, but the light sort of brings them together. It'll become, let's do the next slide. Here, you can begin to see that, for example, a series of curves that look fairly disconnected and almost looks somewhat almost like steam coming out of the cup can create very continuous kinds of forms. And it took me a while to sort of learn that what happens is, because you're working with 3 dimensions, the way that objects are positioned in space allows the light to bring them together. So so for example, this is a kind of a discontinuous kind of form, but when the light shines, it will create something over here, and then another piece will pick up and sort of combine with it. And it really is it's always a kind of a relationship between objects that don't necessarily meet. And because the light is coming in from a particular preferred position, it combines this shadow that's created by one form with the shadow that's created by the other form, and it makes them look continuous. Okay, can we do the next one? Okay, this piece is, again, you'll notice it came a little bit later. And in fact, I showed this piece at the Pompidou a number of years ago when they had a shadow show. And
people seem to like it. In any case, what you get here is like a total surprise, right? I mean, you get the kind of a sense that you have a nicely configured, fairly well-constructed kind of form, and that's all the result of these shapes that, from this angle, look entirely random. What you don't see, of course, is that what the light sees is very different than what we see, because the light sees each piece here entirely differently. So, for example, something like this that looks like a total curve might show up as a very, very straight line, because when the light sees them, all of the curvature and everything happens exactly in the same plane. So we don't particularly, one of the things that shadows supposedly do is they tell us how three-dimensional objects are shaped because of the way that they cast shadows. But the shadow kind of develops them. I think you saw it in the cylinder that Roberta showed. But in this case, because these things are just lines of steel, you don't really see any of the way in which the light interacts with them. So all we see is essentially the flat shadow that gets created. Donc là, il explore un phénomène un peu différent, qui est celui de le rapport entre la connexion de l'image et le fait que, par contre, l'objet qui projette l'image n'est pas un objet qui est éparpillé, qui est dans plusieurs morceaux qui ne sont pas connectés entre eux. Donc, ces deux exemples. Et là, quand c'est censé être un dialogue, je vais peut-être lui poser une question qui est la suivante. Il y a des choses que là, il y a un côté démiurgique évidemment dans la production. Enfin, c'est l'artiste qui est un dieu qui produit des réalités grâce à d'objets qui apparaissent sous nos yeux en utilisant notre cerveau d'ailleurs pour le faire. Mais il y a des choses que même Larry Kagan ne peut pas faire. Donc, par exemple, il ne pourra jamais utiliser un objet qui est connecté pour produire une ombre qui ne l'est pas. Il ne pourra jamais utiliser un fil de fer qui est droit pour produire une ombre qui est courbe. Et je vais lui poser la question. Donc, as this is also supposed to be a dialogue, and we have the last 5 minutes here running. You're like a demiurgic creature and producing a new reality in front of us, also using our brain to produce it. But there are things that even the God of Shadows can never do, and this is using a straight piece of metal to produce a curve shadow, or to use a connected piece of metal to produce a disconnected shadows. So it's a one-way relation between disconnection and shadow. Is a challenge for... Well, it's possible for a straight line to produce a curved shadow if the wall is curved. We are all working on constraints. You have to set the time. It's a joke, but I mean, I've had people who buy my work and then they try to put it on curved walls, and it doesn't work. So, so it works both ways. Can we see the? The other one was disconnection to connection. So you can have a disconnected piece of metal producing a connected shadow, but not the other way around, unless and the wall is broken. May I ask you another question? So, yeah. The question is, what do you sell when you sell one of your works? Are you selling a piece of metal? Are you selling a shadow? Are you selling both? Are you selling a piece of metal, a shadow, and a lamp? Is the wall part of it? So you're not selling the wall. So what is an ontological question, not a psychological question. What is it that Larry Kagan sells? Well, I think that from my perspective, I'm selling a relationship, a kind of an event. In other words, light streaming, and then me, interfering with the light. But I think when people buy it or get attracted to it, they don't look at the light. Who looks at light?
I mean, people just look at the shadow, and so they're buying a steel drawing. So, and in a way, I mean, it's a great question, because I started off by saying that my original intention was to draw with steel. And I think what I found out was that drawing with steel means actually drawing with shadows, because the steel will create shadows anyway. And if I want people to look at these shadows, I have to transfer all of the visual information into the steel so that it'll be easier for the eye to ignore, or the brain. I mean, the eye will see it, but the brain will sort of ignore the steel and concentrate almost entirely on the shadow image. So I guess I'm selling shadows. But you install yourself? I'm sorry? You go to the house and install yourself? I have to sometimes install the light, and especially when people move. When I sell a piece, I send the instructions of where, what kind of light to use and where it should be positioned. But then sometimes it's difficult, especially you'll see some later on where the shadow becomes very complicated, that either I have to go or my assistant has to go and install it. As you can see, the steel gets to become very complicated. In this particular piece, someone asked me if I was interested in doing a self-portrait. And so I thought, well, the tradition is that Michelangelo did his self-portrait on the Sistine Chapel, and it was Jeremiah. So I figured, hey, if he can do it, I can do it too. So this is my attempt to put myself in the picture. So I just photographed myself in the same pose as Jeremiah, and here it is. And of course, if I turn the light off, I go away. But then, okay, can we do? Could you do myself? I'm sorry? No, you're taking a question at the end. Oh, okay. Let's just go back one. This is, again, a shadow drawing of someone you may all familiar with is Keith Haring. Keith Haring is one of my favorite artists, and the reason is that he managed to be able to tell interesting stories, lots of real interesting, sort of innovative kind of stories in very simple kind of language. And so I had a show in Milan, and right next in one gallery, the Triennale, and right next to mine was a show of Keith Haring's work. And I was really very impressed by the range of people who seemed to totally like his work. They didn't have to know anything about art. They could just be charmed by the innovation and the interesting humor that he was bringing to the work. So I decided to have a piece that sort of celebrates his life. He passed away a few years ago, and very young too. And I decided to do it in a way where the steel pieces themselves look very much like his drawings, and then they together also create that kind of drawing. One of the things that I found out, for example, is that I could create very dark kinds of shapes with fairly light kind of pieces of steel, just by combining the thin shadows that these pieces of steel generate. But if you put them all together, they create much larger dark surfaces. Donc là, il y a un autre portrait, comme le prophète Jérémie, reprenant une citation de Michel-Ange de la chapelle Sistine. Et donc il a fait une tentative d'autoportrait. Et là, il a repris certains des éléments. Enfin, il aime beaucoup le puissant langage visuel de Keith Haring, qui parle à beaucoup de générations, de populations très différentes. Et il a repris à l'intérieur de l'image, enfin du fil de fer, certaines des figurines
Keith Haring, que vous pouvez un peu voir, même si ce ne sont pas elles qui projettent directement les images que vous voyez en bas. Et là, c'est aussi un jeu entre la taille du fil de fer et la taille de l'ombre. Just tell me when, so I can speed it up. Yeah, I wanted to show them the shadow of the shadow. Yeah, well, you just okay. This I made in 2007. Those of you who are not in the United States, which you may not have been, you would have seen that every day the newspaper had terrible stories about diseases being spread by mosquitoes. And so I decided to kind of work out my fears in a series of mosquito shadow drawings. And one of the things I was interested in playing around with, I discovered that it was possible to create two tones of shadows. And so I was using a very dark shadow on the body of the mosquito with a much lighter shadow that would be the shadow that the shadow was casting. So I had a situation where I have a shadow casting a shadow. About which I'm going to say something theoretical at this point, which is related to the thing of input that I can get from that. Donc ici, 2007, il y avait le mosquito killer, je pense on a eu tous la psychose de ça. À un moment donné, et peut-être c'est pas pour de bonnes raisons d'ailleurs, et lui il a voulu célébrer ces moments de collectif par une image qui représente, il y a plusieurs images qui représentent des moustiques, mais là il y a un jeu tout à fait particulier, c'est qu'il y a deux types d'ombres dans cette image. En fait c'est toujours le même fil de fer, il n'y a pas et l'ombre moustique ici semble produire une autre ombre qui est sa propre ombre. Donc c'est un peu tordu en fait, mais perceptivement c'est très intéressant pour les raisons qui intéressent les scientifiques cognitifs. En fait, l'ombre rajoutée est un très fort indice de réalisme. If you add a shadow, you get a more realistic impression. So it's good to add a shadow to a shadow because then it takes away the first shadow character from this, provided actually it didn't have in the first place, but then it takes it away even more. Donc il y a un caractère d'ombre ici qui n'est pas du tout présent, mais qui est présent ici. Ici, vous avez l'impression de voir une ombre, qui est l'ombre de cette chose-là. On ne sait pas ce que c'est que cette chose, mais celle-là, en fait, elle semble être une ombre, mais elle est une ombre. Donc il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici. C'est une dialectique. Le système visuel est très. Il fait beaucoup de calculs sur les choses qui sont plausibles comme ombre, et il décide que ici c'est pas plausible que ce soit une ombre, mais qu'ici c'est plausible que c'est une ombre. Et c'est du travail. Il y a quelqu'un qui a dû calculer ça à votre insu dans votre système visuel. Donc c'est un des points très intéressants du travail de Larry, c'est les scientifiques cognitifs qui s'intéressent à ces problèmes ne savent pas quels sont les algorithmes qui sont mis en place par le système visuel. Donc, quelles sont les limites de l'acceptation d'une certaine image par le système visuel comme une image d'ombre? Donc là, c'est génial parce qu'on se retrouve avec plein de stimuli qui nous permettent de décomposer l'architecture visuelle. Et pour résumer les choses qu'on peut dire là, il y en a beaucoup qui se passent. Donc, on ne peut pas faire la connexion entre les fils de fer et son ombre. C'est presque impossible de voir quelles sont les liaisons entre le fil de fer et son ombre, alors que là, vous voyez très bien que la liaison entre ma main et son ombre. On ne peut pas faire ces connexions, il arrive à découpler. Donc, le problème de l'attribution de l'ombre à un objet est un problème qui est sous contrainte. On ne connaît pas les contraintes, on commence à les connaître grâce au travail d'artistes comme Larry et de psychologues qui travaillent sur ça. Ici, pour faire la connexion entre l'objet et l'ombre, on doit faire un travail qui n'est pas automatique. C'est un travail très long de mise en correspondance différentes parties de l'objet avec des parties de l'ombre. Donc, il faut aller vraiment sur place, toucher ici et voir que votre main là, va projeter une ombre qui va coïncider avec l'ombre du moustique, etc. Donc, pour chaque partie du fil de fer, vous pouvez reconstruire quelle est la partie de l'ombre qui lui appartient, vice-versa, mais c'est un travail qui n'est pas fait de façon spontanée, automatique par votre cerveau. C'est fait de façon consciente. Donc, on passe de ce qu'on appelle les systèmes 2.
des systèmes lents et conscients qui utilisent l'attention et qui utilisent la mémoire des travail pour résoudre ces problèmes de correspondance. L'autre grande contribution, c'est qu'on ne connaît pas, enfin on commence à connaître, mais on ne connaît pas complètement, les conditions auxquelles une chose est perçue comme une ombre ou pas comme ombre. On ne le sait pas. Il y a un certain nombre de conditions que nous pouvons mettre en valeur, qui concernent on les voit très bien, surtout dans des cas dans lesquels les ombres traversent des surfaces de couleurs différentes. Là, il y a une disunité de l'ombre qui ne peut appartenir qu'à une ombre et pas à un objet qui ne pourrait pas traverser les deux surfaces de la même façon. Mais lorsque les ombres sont projetées sur des surfaces totalement uniformes, le cerveau a beaucoup plus de peine à détecter. Et ces cas, je pense, c'est vraiment spectaculaire, dans lesquels le cerveau arrive quand même à faire la différence entre une chose qui est vraiment une ombre, une chose qui est une ombre ici, mais qui est perçue aussi comme une ombre. Pourquoi ? Parce qu'en présence de la lumière, le cerveau, évidemment, va à la recherche de l'ombre des objets. Et donc, comme il perçoit en présence de lumière, là où il y a un objet qui est plausiblement reconnaissable comme objet, son ombre est tout à fait plausible. So I was saying there were a number of things that you can get out of this image, in particular the fact that these two areas are both shadows, but one of them is recognized as shadows, so it is truly a shadow, and the other one is not, and it is seen as a shadow, so for the visual brain. There are many internal criteria. One is maybe the fuzziness as opposed to the sharpness, and so on and so forth. But then there is also the fact that it is seen as a plausible candidate for a shadow of this other thing here, which is seen as a shadow. Okay, why don't we go a little bit faster, I guess? Okay, wrap it up? Okay. So there's one, I'd like to finish up with one idea, and that is that the thing that I learned over the years then is that you can't look at objects without their shadow. That when you're thinking of an object, it's really a combination, always, of the object itself and how it interacts with the light and what it does to the surroundings. So that even though we always look at objects, at solid objects by themselves, that we really have to be aware that you're constantly looking at the object and its effects on the environment. It's a small lesson, but that's what I base my work on. So thank you very much. Merci beaucoup, Larry Kagan. Merci beaucoup, Roberto Cassetti. Thank you very much for your vision, artistic vision and scientific vision of shadows. It was very interesting. Une question et on arrête parce qu'on est obligé d'arrêter. So I'm an expert, a researcher in optics, more precisely in quantum optics, but quantum is not involved here. Just wanted to ask you how precise should be the position of the light of the lamp to get this specific shadow? It has to be very precisely located, and it has to be the right kind of light source, because most of the lights that we use are designed not to cast shadows, but to cast very, very fuzzy shadows. And so it's become very, very important to have the right kind of light bulb, and it has to be very close to a point source of light. Not precisely point source, but very close to a point source of light. And one of the things that you'll notice is that if you move the light a little bit, the shadow doesn't just change a little bit, it totally explodes. Do you use a laser? I'm sorry? Do you use a laser as a light source? Oh, yes. What kind of laser? No, I don't use laser. I use, right now I just use LEDs. And depending on what kind of a lens is in front of the LEDs,
Sometimes the lens makes the shadows too fuzzy and it doesn't work. The laser, I tried using a laser, but what happens is that the shadows become so precise that all my mistakes show up. La question est, est-ce qu'il faut que la position de la lumière soit vraiment spécifiée de façon très précise? Et la réponse est oui. Il n'y a qu'une position qui permette d'obtenir ça. En fait, moi, j'ai vu dans les magasins des sculptures de Larry, chaque sculpture qui n'est pas, enfin, ils sont pendus comme ça, un vrac, il y a une petite étiquette qui spécifie exactement la position de la lumière par rapport au point d'accrochage. Et le type de lumière qu'il utilisait, donc il n'utilise pas de laser, c'est très compliqué, le choix de la lumière est important. Maintenant, il utilise des LED qui sont focalisés. Mais bon, il ne faut pas utiliser du laser parce que c'est tellement précis qu'on voit toutes ces erreurs. Une dernière question. Bonjour, j'ai une petite question s'il vous plaît. Je voulais savoir si cette étude a été faite sur un regard sain ou bien il y a aussi des études sur un regard sur une personne en situation de handicap, par exemple. Est-ce que la perception de l'image va être différente ou peut-être comparée? The question whether the study which is done here is, I think the question for me, is done on normal sighted or corrected to normal sighted, or in cases of in which the sight is kind of handicap in vision, and I don't understand quite what. whether this work concerns people which are normally sighted or corrected to normal, or can we talk about pathology? Well, I think that the people who actually respond to my work are not necessarily scientists. In fact, they're plumbers, electricians. Normally sighted. Oh, normally sighted. I see. I really don't know. I think that people see shadows even if their eyesight isn't so sort of 100%, because shadows, we normally see shadows with our peripheral vision as well, so they don't have to be quite as sharply seen as, but I sometimes wonder, because when I take my glasses off, it feels like, people who sometimes have difficulty with shadows. I know that kids, when they come to my shows, spend a lot of time touching the pieces, and they're trying to see which piece of steel creates which line in the shadow, and so that's kind of an interesting. It's kind of an interesting process that I see happening. I don't know if that answers your question. Et je vais ajouter à ça, en fait, la vision normale ou correcte vers la normalité et la vision qui n'est pas dans la norme, pas forcément pathologique, c'est un continuum dimensionnel. Il y a plusieurs dimensions dans lesquelles je vous donne mon cas qui est très spectaculaire. Moi, j'ai un cristallin artificiel à l'œil gauche qui me permet de voir tout parfaitement focalisé à distance. Et par ailleurs, je vois très bien tout focalisé avec mon œil droit. Donc j'ai enlevé les lunettes quand je fais cette opération et maintenant tout est parfaitement à feu. Mais c'est quand même pathologique parce que c'est le cerveau qui fait qui arrive à garder cette double possibilité de tout voir. Donc même si c'est une vision presque parfaite, c'est un cas pathologique non normal. Donc ce qui fait qu'une vision normale ou non normale est sujet à de très longues discussions. Eh bien, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Larry Kagan. Merci encore d'être venu des États-Unis spécialement pour le forum du CNRS. Et merci, Roberto Cassetti, pour nous avoir fait profiter de vos travaux de recherche, bien sûr, et puis d'avoir traduit. C'était parfait. Merci. Merci et bonne soirée.